Dans cette vidéo, nous verrons que les potentiels de réduction permettent de définir qui oxyde qui selon les espèces en présence. Nous commencerons d'abord par commenter le résumé de théorie, puis nous essayerons de résoudre ensemble un exercice. Lorsqu'on lit une équation de réduction à l'envers, on lira une oxydation, et lorsqu'on lira une oxydation à l'envers, on lira une réduction. On peut donc en conclure qu'il est possible de lire une équation dans un sens et dans l'autre sens, et de considérer finalement un côté réversible à cette équation. Cela va nous permettre de définir des couples d'oxydants et de réducteurs. Si j'écris que le cuivre de plus gagne 2 électrons, je décris le cuivre de plus comme étant un oxydant. Si j'écris que le cuivre 0 perd 2 électrons pour devenir du cuivre de plus, le cuivre 0 est un réducteur. On va donc définir un couple d'oxydants réducteurs, le Cu2+ étant l'oxydant, le Cu0 étant le réducteur. On appellera plus tard une demi-pile une entité qui est constituée justement d'un couple oxydant-réducteur, c'est-à-dire une unité dans laquelle je trouverai par exemple du Cu2+ et du Cu0. On a pu constater en reliant ensemble des demi-piles que ces demi-piles parfois faisaient une réaction et parfois faisaient l'autre réaction, c'est-à-dire parfois on observait une réduction, parfois une oxydation. Par exemple, lorsqu'on relie du cuivre de plus et du cuivre 0 avec du zinc de plus et du zinc 0, ce qu'on observe c'est que c'est le cuivre de plus qui se réduit, qui devient du cuivre 0, et le zinc 0 qui s'oxyde. Par contre, si je prends du cuivre de plus et du cuivre 0 et que je le mets avec du Ag+ et du Ag0, eh bien j'observe que c'est le cuivre 0 qui s'oxyde et que ce sera le Ag+ qui va se réduire. On en a donc déduit que chaque couple a un potentiel de réduction qui lui est propre et qu'il va falloir en fait regarder quel couple est en contact avec quel autre couple pour savoir dans quel sens va se faire la réaction. En l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris des demi-piles qu'on a branchées les unes avec les autres en maintenant tout le temps des conditions dites standards, c'est-à-dire une pression de 1 atmosphère et puis de 1 molaire. Et puis on a comparé les différents potentiels qu'on pouvait lire et en fait, comme on compare, on a chaque fois en fait une différence. Alors le problème d'une différence, c'est qu'elle peut être placée où on veut. Donc on a arbitrairement donné la valeur de 0 au couple H+ et H2, et ensuite on a tout comparé à ces couples H+ et H2 en disant que le couple H+ H2 avait une valeur de 0 et que de fait, eh bien, la différence qu'on allait voir avec ce couple serait la valeur qu'on allait répertorier dans des tables. Pour résoudre les problèmes d'oxydant-réduction, nous pourrons soit utiliser une table de potentiel de réduction très complète qui liste des demi-équations de réduction. Par exemple ici, on voit que les ions sulfate peuvent réagir en milieu acide pour former de l'acide sulfureux et de l'eau, avec un potentiel de 0,17. Mais nous pourrons également utiliser une table simplifiée dans laquelle on trouve par exemple toujours ces sulfates en milieu acide qui forment de l'acide sulfureux avec toujours ce potentiel de 0,17, mais cette fois pas le détail de la réaction. Dans ce cas-là, on se contentera généralement de pouvoir dire ça va réagir et on vous demandera pas la demi-équation précise, en tout cas pour ce couple-là. Pour d'autres couples, par contre, vous devrez pouvoir donner la demi-équation précisément, simplement parce que elle n'implique pas d'autres substances que l'élément présent lui-même. Comme par exemple pour tous les métaux, le zinc de plus qui devient du zinc 0, il suffit d'indiquer qu'il a gagné 2 électrons et votre demi-équation est complète. Quelques exemples sont un petit peu plus délicats. Tous les exemples des non-métaux qui sont sous forme de molécules lorsqu'ils sont sous forme élémentaire, par exemple I2 qui devient du I-, eh bien il ne faudra pas oublier que 1 I2 créera bien entendu 2 I-, et à ce moment-là, il y aura 2 électrons qui seront gagnés.
Prenons maintenant 3 exemples impliquant le couple fer et magnésium. Nous observons que le potentiel du fer est plus élevé que celui du magnésium. Cela signifiera donc que le fer effectuera la réduction. On peut le représenter de la façon suivante. Le fer effectuera la réduction et de fait le magnésium l'oxydation. On peut aussi le représenter différemment sous la forme d'un gamma, c'est-à-dire que le fer de plus va donc réagir avec le magnésium 0 pour former du magnésium de plus et donc du fer 0. Voici donc ce qu'il se passe si on met en contact les deux couples. Mais il n'est pas en fait nécessaire d'avoir les deux couples en relation, il suffit d'avoir les deux réactifs de départ, c'est-à-dire le fer de plus et le magnésium. À ce moment-là, on peut faire la réduction du fer et puis l'oxydation du magnésium, ou la représenter comme précédemment. Le fer de plus va réagir avec du magnésium pour créer du magnésium de plus et donc du fer 0. Dans un premier cas étaient déjà présents les produits, dans un second cas ils ne l'étaient pas déjà, mais c'est suffisant pour faire la même réaction. Notons par contre que si nous avons du fer et du magnésium de plus, aucune réaction ne pourra avoir lieu puisque le magnésium n'a pas un potentiel de réduction suffisant pour pouvoir provoquer l'oxydation du fer en fer de plus. Il n'est pas possible de mettre la flèche dans ce sens-là, puisque nous n'avons pas ceci. Il n'est pas possible de mettre la flèche dans ce sens-là, puisque nous n'avons pas ceci. Il n'est pas possible de faire réagir ceci et ceci pour donner cela et cela. Aucune réaction n'est donc possible entre le fer 0 et le magnésium plus 2. L'exemple suivant nous demande ce qui se passe si l'on plonge un morceau de cobalt dans de l'acide chlorhydrique. Première chose, nous allons lister toutes les substances, particules qui seront en présence. En l'occurrence, le cobalt sous forme métallique, l'acide chlorhydrique, c'est-à-dire les ions H+, et Cl-. Et nous allons ensuite aller dans la table et relevons que les H+, se trouve sur cette ligne, que les Cl- se trouvent sur cette ligne, et finalement que le cobalt se trouve sur cette ligne. Ce qu'il nous faut, c'est que nous puissions avoir une réduction dont le potentiel est supérieur à l'oxydation, ou alors, si on le représente différemment, possibilité de faire une réaction en gamma. En l'occurrence, ici, nous observons que si le chlorure ne permet pas de faire de réaction puisque son potentiel de réduction est élevé, mais qu'en l'occurrence, il ne peut faire qu'une oxydation, eh bien, avec les H+, on peut faire une réduction qui a un potentiel de réduction plus élevé que le cobalt. Ainsi donc, on peut respecter ce fameux gamma avec des H+ qui vont réagir avec des cobaltes pour former des CO2+ et de l'hydrogène. Nous pouvons donc répondre à notre question en disant que les H+ deviendront des H2 et les cobaltes des CO2+. Ici on voit qu'il y a H2, donc on va devoir prendre 2 H+. Pour pouvoir faire ceci, on va devoir gagner 2 électrons, tandis que chaque cobalt perdra 2 électrons. Nous avons ici affaire à la réduction, un gain d'électrons, et nous avons affaire à l'oxydation dans le cas du cobalt, puisqu'il s'agit d'une perte d'électrons. Si on veut donner l'équation globale, il nous suffit d'additionner puisque nous avons autant d'électrons perdus que gagnés. Nous avons donc 2 H+, plus un cobalt qui donne un H2 plus un cobalt de plus, avec les H+ dans le rôle de l'oxydant et le cobalt dans le rôle du réducteur. Second exemple, on se demande ce qu'il se passe si on met un morceau de cobalt dans de l'acide sulfurique cette fois. À nouveau, listons les substances présentes. Nous avons du cobalt métallique et de l'acide sulfurique, c'est-à-dire des ions H+, et des ions SO4-. Allons dans la table, observer ces différents éléments. Dans notre table simplifiée, nous trouvons qu'il y a des SO4- à 2 endroits, qu'il y a des H+, et puis
à nouveau comme tout à l'heure du cobalt. Si on les place vraiment au niveau des substances qu'on a en présence, eh bien nous localisons ceci. Nous voyons tout de suite que les sulfates qui sont en haut à droite ne pourront pas entrer en réaction. Par contre, les sulfates qui sont un petit peu plus bas peuvent effectivement faire une réaction de réduction, et ce au-dessus du cobalt, de même que les H+ pourront faire cette réaction de réduction. La réaction qui va se faire prioritairement, c'est celle qui montre la plus grande différence de potentiel. Donc si on regarde ici, on a une plus grande différence de potentiel qu'ici. C'est donc celle-ci qui va se faire prioritairement, et quand on aura consommé tout ce milieu-là, eh bien dans un deuxième temps, on pourra probablement observer la suivante, s'il reste encore du cobalt à consommer. Avec un tel tableau, ici, il nous manque des informations et nous ne pouvons pas donner la demi-équation de réduction, puisque nous voyons qu'il y a des hydrogènes qui apparaissent et qu'on ne sait pas sous quelle forme ils étaient présents dans la première partie. Donc du coup, on se contentera ici de répondre qu'il peut y avoir réaction, que les sulfates vont se transformer en acide sulfureux, et que parallèlement, eh bien, nous aurons du cobalt qui va devenir du cobalt de plus. On ne pourra pas tellement aller plus loin. Par contre, si par hasard vous avez à disposition la table qui est un peu plus exhaustive, un peu plus développée, vous allez dans un premier temps retrouver l'équation du cobalt, mais pour celle-ci finalement nous avions tout ce qu'il fallait. Ce qui est intéressant par contre, c'est que vous allez trouver le détail de l'équation du sulfate qui est ici et que vous pourrez ainsi utiliser pour répondre à votre question. Vous pourrez donc ainsi expliquer que les sulfates réagiront avec 4H+, plus un cobalt pour pouvoir donner de l'acide sulfureux, plus de l'eau, plus un cobalt de plus. Dans un second temps, on pourra encore observer, s'il reste du cobalt, la réduction des H+ en H2, en plus de l'oxydation du cobalt en cobalt de plus.